Le renard sait beaucoup de choses. Le hérisson n'en sait qu'une grande, dit un fragment attribué au poète grec Archiloque. Dans un célèbre essai de 1953, Le hérisson et le renard, le philosophe Isaiah Berlin donne à cette fable une morale universelle. Il distingue deux sortes de créateurs ou même d'êtres humains, les hérissons qui suivent obstinément leur voie et les renards qui s'aventurent en toute direction. Cela, écrit-il, rapporte tout à une seule vision centrale, à un seul système, plus ou moins exprimé et cohérent, tandis que ceux-ci poursuivent beaucoup de fins, souvent sans aucun rapport entre elles, voire contradictoires, sans chercher à les inscrire dans une vision immuable, unitaire, totale. Platon, Lucrèce, Dante, Pascal, Hegel, Dostoïevski, Nietzsche, Proust furent des hérissons, estime Isaiah Berlin, tandis qu'Hérodote, Aristote, Erasme, Montaigne, Shakespeare, Molière, Goethe, Balzac, Joyce furent des renards. La distinction préfigure celle qu'introduira l'économiste David Galenson en s'intéressant à l'âge auquel les artistes atteignent leur plus grand succès, mesuré par le cours de leurs œuvres sur le marché et les expositions qui leur sont consacrées. Deux grands modèles de carrière se dégagent. Certains artistes s'imposent lentement, progressivement, comme Cézanne. D'autres procèdent par coups de force et leur triomphe a lieu dès leur jeunesse, tels Picasso et les avant-gardes. L'âge auquel ils réalisent leur innovation majeure oppose les artistes conceptuels, dont la percée soudaine, liée à une rupture radicale, a lieu souvent très tôt dans leur vie, et les artistes expérimentaux dont le progrès demande un long perfectionnement. Galenson rappelle un aphorisme de David Hockney: Picasso fut un rare prodige, Cézanne ne fut pas un prodige, son art était un talent durement gagné qui demanda beaucoup de temps. Les artistes expérimentaux qui tâtonnent longtemps atteignent le sommet de leur habileté dans leur maturité, parfois à leur dernier jour, tandis que les artistes conceptuels se révèlent à un jeune âge, mais peuvent languir par la suite, à moins de multiplier les éclats, comme Picasso. Où placer Matisse dans cette polarité, laquelle permet d'ailleurs toutes les gradations? Près de Cézanne ou plutôt de Picasso? En sympathie avec le hérisson buté ou le malin goupil? Il lui est arrivé de procéder par à-coups, en 1905-1906 par exemple, quand le bonheur de... Ça ne marche pas. Quand le bonheur de vivre, il lui est arrivé de procéder par à-coups, en 1905-1906 par exemple, quand le bonheur de vivre rompit brutalement avec le pointillisme et promulgua le fauvisme. Mais ces percées furent plus rares que celles de Picasso, et à chaque fois, il explora ensuite longuement leur potentiel d'invention à la façon de Cézanne. Quant au dernier Matisse, celui de la Chapelle de Vence et des gouaches découpées qui occupèrent la dernière douzaine d'années de sa vie, faut-il le ranger du côté de l'opiniâtreté ou de l'aventure? Accomplit-il là un ultime dépassement révolutionnaire de lui-même, à l'instar des géants du sublime, à l'instar des géants du style tardif, expression de Théodore Adorno et d'Edward Said, et du sublime sénile, formule de Barbara Ernstein-Smith? Les Titien, Poussin, Goethe, Beethoven, Rembrandt, qui dans un dernier se renièrent les formes qu'ils avaient eux-mêmes instaurées dans leur âge mûr, mais se placèrent in extremis à l'avant-garde, bouleversèrent les conventions et annoncèrent par là l'art à venir. Les découpages colorés de Matisse ne furent pas toujours bien accueillis au départ, surtout en France, mais perçus plutôt comme des signes de sénilité tout court ou même de retombée en enfance. Exposé à la galerie Pierre Matisse de New York en février 1949, puis à la galerie Max à Paris et au Musée national d'art moderne en juin 1949, sous le titre Henri Matisse, œuvre récente, auprès de la dernière campagne de peinture, dont quelques merveilles comme l'ananas et le grand intérieur rouge,
Ils suscitèrent des réticences. Œuvre de pure décoration, trancha le critique du Monde, René Jean. D'aucunes où j'avais cru voir des modèles de carrelage sont, m'a-t-il été dit, des volumes colorés. Je n'ai pas encore compris. Au catalogue, il porte l'indication de papier découpé, avant de conclure que la partie la plus importante et la moins discutable reste les tableaux et les dessins. L'éreintement de Christian Zervos dans les cahiers d'art, champion de Matisse avant la guerre, est bien connu. En dehors des 13 peintures et des dessins, le reste ne montre l'artiste ni dans la vigueur de ses dispositions naturelles, ni dans ses inspirations heureuses, ni dans l'extrême sensibilité de ses nerfs. Le peintre se trouve dans une impasse et le voilà absorbé par des travaux où le sentiment plastique, refoulé dans l'ombre, se prend à des silhouettes découpées dans le papier, comme s'il n'avait point d'autre fantaisie, comme si la force d'impulsion qui le portait à inventer était subitement épuisée. Les découpages colorés révéleraient donc tout bonnement la vieillesse et l'impuissance. Voici ce que dit encore Zervos. Est-il besoin de dire qu'on ne saurait faire aucun cas de ces papiers découpés qui constituent la grande affaire de l'exposition Matisse? Pour mon compte, ils sont totalement négligeables et d'un mauvais voisinage à l'égard des tableaux. Verdict est sans appel. Ce qui rend de telles occupations inacceptables, c'est non seulement qu'elles ne touchent à aucune des initiatives esthétiques de Matisse, ne laissent rien soupçonner de la tournure de son imagination et ne mettent en lumière aucun de ses soucis des questions de fond, mais qu'elles nous laissent indifférents quand elles ne nous peinent de voir l'artiste trahi par son pouvoir de discrimination, bien plus que par son talent. Vous le voyez, la question de la vitalité de l'artiste est crûment posée et Matisse ferait mieux de se retirer. Lors du salon de mai de 1950, André Chastel signale dans Le Monde, parmi les œuvres des anciens qui patronnent l'exposition, Zulma, une grande figure de Matisse, dit-il, sorte d'emblème en papier de couleurs découpées qui serait aux limites de la peinture si on ne s'avisait que l'économie des tons et la brusquerie du dessin sont pieusement l'essentiel. Si le jugement peut paraître confus, cette économie et cette brusquerie touchant aux limites de la peinture et visant pieusement l'essentiel, est-ce un éloge ou un blâme? La formule n'en est pas moins réservée. Chastel revient sur la même pièce 3 mois plus tard lors de l'exposition conçue par Aragon à la Maison de la Pensée française, Henri Matisse, Chapelle, peinture, dessin, sculpture, durant l'été de 1950. Et il écrit cette fois-ci, les travaux récents comme la grande Zulma, cette silhouette de feuilles découpées, et la décoration en cours de la chapelle des Dominicaines à Vence, dont on voit ici les schémas en maquette, apparaissent comme un dernier passage à la limite, un dernier acte de volonté où il y a moins la désenvolture du grand âge que la fatalité d'un style voué à tout risque au dépouillement le plus intransigeant. L'appréciation reste mitigée, ces termes sont ambigus et attestent l'embarras d'un critique qui respecte le grand âge de l'artiste et sans doute son acte de volonté et son passage à la limite, mais qui résiste à voir dans ses dernières productions des œuvres à part entière. Il y discerne à la fois de la désinvolture, ce qui n'a pas l'air d'une qualité sous sa plume, donc un abandon à la facilité, mais aussi la fatalité d'un style, soit une tendance vers le dépouillement, jusque-là resté en puissance chez Matisse. Chastel ne tranche donc pas entre rupture et continuité dans l'œuvre. Son embarras persiste face à l'évolution des maîtres de l'avant-guerre lors du salon de mai de 1952, où Matisse expose La tristesse du roi, tenu à présent pour l'un de ses chefs-d'œuvre exécutés en papier découpé. Le hall, la salle, dit-il, hein,
La première salle est dominée par le grand panneau spirituel de Matisse, exécuté en papier découpé, le hall des sculptures par la chèvre de bronze de Picasso, allégorie assez âcre de la gravidité. Et vous voyez que la gêne reste palpable et André Chastel ne sera pas même séduit en 1953 par deux des admirables nus bleus réduits à des stéréotypes, les pères spirituels, les docteurs de la loi, se soutiennent par la formule léger Matisse ou le brio sans conclusion Picasso. L'exposition magistrale des papiers découpés à la galerie Berggruen en janvier 1953, la voici, n'aura pas convaincu l'éminent critique, toujours sur la défensive, lors du salon de mai 1954, le dernier auquel participe Matisse, où il continue de ranger Matisse parmi les phares du passé qui ressassent ad libitum. L'une des évidences qui frappe dans ce salon est l'éloignement des maîtres, dont les envois paraissent faibles, répétés, étrangers. En effet, les trois toiles de Picasso, dit-il, sont pénibles et décevantes. Plat, le grand rouge et noir de Chagall. Morne, le fragment des constructeurs de Léger. Émouvante, mais vide, la gerbe en feuilles découpées de Matisse. La critique établie fut donc assez peu convaincue durant les dernières années d'un Matisse physiquement diminué depuis la grave opération subie en janvier 1941. Chastel, qui ne plie pas avant la mort de Matisse, attendra l'exposition rétrospective de 1956 au Musée national d'art moderne pour s'amadouer, et il écrit alors la simplification de la forme qui a suscité tant de résistance et de suspicion est devenue dans ses jeux ultimes une sorte de réduction à l'épure, mais l'étonnante négresse, je pense qu'il pense moins à celle-ci qu'à celle-ci, la danseuse créole, la perruche et la sirène, semées de palmettes et de grenades bleues, dépassent assez le jeu ornemental, dit Chastel, pour exposer le grand thème de Matisse, luxe, calme et volupté. Or, les résistances et les suspicions devant la simplification, c'étaient d'abord les siennes, et s'il se résigne au jeu ornemental, c'est-à-dire décoratif, des gouaches découpées, c'est en les réinscrivant dans le prolongement de l'œuvre, dans son devenir, depuis Luxe, calme et volupté, le chef-d'œuvre néo-impressionniste de 1903. Dominique Fourcade, éminent connaissance de l'œuvre, se montrera tout aussi méfiant en 1977 encore, lors de la monumentale et décisive exposition des Paper Cutouts à Washington, Détroit et Saint-Louis. Les gouaches attestent, selon Fourcade, certes une inventivité, non pas toutefois pour faire quelque chose de mieux, mais simplement pour faire autre chose. Liberté, immédiateté et vitesse les caractérisent, comme dans le découpage acrobatique d'une maquette pour une chasuble de la chapelle de Vence, filmée par Henri Langlois et Frédéric Rossif en 1951. Il faut avoir vu les ciseaux de Matisse courir, écrit Fourcade, filer dans les feuilles de papier gouaché. Ce a lieu presque sans que les ciseaux opèrent. Il est même impropre de dire qu'il coupe, il avance dans la couleur comme on nage à l'indienne dans un océan de calme, sans une vague, sans écume. Fourcade réprouve néanmoins les symétries et le remplissage. Il prend acte de l'ultime rupture de Matisse avec lui-même, mais les formes demeurent, dit-il, des signes isolés les uns des autres, par exemple, comme on le voit ici, hein, euh, euh, isolés les uns des autres, euh, appliqués sur du blanc qu'il surcharge et outrage. Il y a donc, selon Fourcade, trop de blanc, trop de motifs répétés et trop de symétrie. Les papiers découpés rendent manifeste, selon lui, un échec. Matisse n'a pas maîtrisé la puissance de sa propre invention et il n'aura pas été Titien.
s'il a rompu avec lui-même, il n'est donc pas parvenu à dépasser dans un style tardif, à se dépasser dans un style tardif transcendant. Fourcade lui reconnaît pourtant le second trait essentiel du style tardif ou du sublime sénile. Il a ouvert la voie aux générations suivantes. Il a donc été révolutionnaire et avant-gardiste, fût-ce avec une certaine gaucherie, et il n'a pas su exploiter lui-même le potentiel de son invention. Vénus et la piscine sont cependant sauvés pour leur interversion fondamentale des pôles, à savoir la figuration et l'abstraction, entre lesquelles s'inscrit désormais l'activité de l'artiste. Matisse n'ignorait nullement l'audace de l'interversion qu'il approfondissait, par exemple dans Vénus, interversion qu'il approfondissait depuis 1941, et que Vénus, sorte de négatif des nus bleus, que voici, paracheva. Lui qui confiait dès juin 1943 à André Rouvert que depuis longtemps, il avait déjà remarqué que dans les travaux des Orientaux, le dessin des vides laissé autour des feuilles comptait autant que le dessin même des feuilles. Il parle des feuilles des arbres. Il ajoutait, référence capitale, qu'il avait aperçu une semblable interversion des, des creux et des pleins, si vous voulez, dans les derniers tableaux de Poussin, Apollon et Daphné et le déluge, justement ce que le peintre réalisa à la fin de sa vie, au temps où sa main lui faisait défaut et où il se concentrait sur l'essentiel. Dès 1948, l'un des premiers à reconnaître la grandeur du dernier Matisse avait été Henry Clifford, le commissaire de la Retrospective Exhibition de Philadelphie. Ces dernières années, annonçait-il en tête du catalogue, ont été étonnamment productives pour un peintre septuagénaire. On y trouve une nouvelle touche de couleur presque débridée, une audace et une intrépidité allant peut-être plus loin qu'à aucune époque intérieure. Cette ligne qui à première vue semble incontrôlée au point d'être presque laissée à l'abandon se révèle par la suite la désinvolture d'un maître. Cette palette éclatante des toutes dernières toiles est de bon augure pour les périodes futures et la splendeur du coucher de soleil de Matisse rivalisera avec celle de la nature. Vous le voyez, à présent, la désinvolture, qui figure en français sous la plume de Clifford, dans laquelle Chastel voyait un relâchement, redevient la souveraine negligentia diligence du créateur âgé qui va à l'essentiel et retrouve la nature par-delà l'artifice, celle du dernier Titien, Poussin ou Rembrandt, touchant au sublime. Clifford reprenait en vérité l'argumentation de Matisse lui-même, hautement conscient de son art et qu'il avait prévenu avant l'ouverture de l'exposition contre ce qu'il appelait l'impression d'apparente facilité que pourraient donner ses dernières productions. L'effort et le travail, disait-il, y étaient dissimulés, que ce que Matisse nommait la lente et pénible préparation nécessaire, tandis qu'il insistait sur la composition, sur la comparaison avec la terre qui doit être longuement remuée conformément au cycle de la nature avant de donner ses fruits les plus beaux. Voici ce que Matisse écrivait à Clifford. Quand un artiste n'a pas su préparer sa période d'épanouissement par un travail qui n'a qu'un lointain rapport avec le résultat final, il a peu d'avenir devant lui. Vous voyez que Matisse n'était pas un artiste du coup. Ou quand un artiste arrivé, poursuivait-il, ne sent plus la nécessité de retourner au sol de temps en temps, il commence à tourner en rond, se répétant indéfiniment, jusqu'à ce que, par cette répétition même, sa curiosité s'éteigne.
Matisse avait donc théorisé lui-même sa production ultime à la fois comme renversement et comme épanouissement, ou comme négativité et affirmation concurrente. Un artiste, disait-il, doit posséder la nature, il doit s'identifier avec son rythme par des efforts qui lui feront acquérir cette maîtrise grâce à laquelle, plus tard, il pourra s'exprimer dans son propre langage. Matisse suggère que toutes les étapes de sa carrière, l'ensemble de son œuvre, ont été indispensables pour aboutir aux dernières productions. Le futur peintre, dit-il, doit sentir ce qui est utile à son propre développement, dessin et même sculpture, tout ce qui lui permettra de ne faire qu'un avec la nature, de s'identifier avec elle en s'incorporant aux choses. C'est là ce que j'appelle la nature qui stimule ses sensations. Aragon, dans Matisse roman, rapporte un propos du vieux Matisse qui, à la manière de Hokusai, alléguait à la fin de sa vie, si je vivais plus longtemps, je pourrais peindre. Eh bien, Matisse, à son tour, s'écriait, enfin, je ne sais plus dessiner. C'est-à-dire, me voilà pour de bon débarrassé du dessin, au-delà du dessin. Aujourd'hui, il est devenu banal de soutenir que la recherche la plus novatrice de Matisse advint durant la dernière décennie de sa vie, lorsqu'il mit au point la technique des gouaches découpées pour monter de vastes compositions vibrantes de couleurs. Mais on avait d'abord pris ces gouaches découpées pour des études ou des maquettes, comme il les avait utilisées dès 1932-1933 pour préparer la danse, la décoration murale de la fondation Barnes. Il considérait que c'était, voici une lettre de son fils Pierre à l'intermédiaire de la fondation Barnes, euh, où le fils Pierre écrit, je n'ai naturellement rien dit de la façon dont papa travaille, j'entends les découpages de papier. Vous voyez que c'était utilisé comme un moyen. Ou encore dans les décors des deux danseurs, le rideau de scène du ballet de Massine. C'est encore disons, un art appliqué ou un art décoratif dans la couverture de la première livraison de Verve en 1937 ou dans le numéro de Verve de la couleur en 1943, de même que pour les maquettes d'Océanie déjà vues. Mais on peut voir en 1940 que Matisse commence à travailler autrement lorsqu'il, dans cette sorte de doublon, La nature morte au coquillage de 1940, qui est dupliqué sous la forme de papier découpé. Et disons que c'est l'indice d'une nouvelle manière inédite dépasser la peinture dans le découpage. Dessiner avec des ciseaux, découper à vif dans la couleur, me rappelle la taille directe des sculpteurs, disait Matisse dans son livre Jazz en 1943-44. Mais les papiers découpés paraissaient encore à beaucoup un passe-temps et une distraction. André Verdet rapporte un échange avec Matisse qui est irrité par un mot de Picasso qui expliquait ses travaux des dernières années, des années 1950, par le plaisir du divertissement. Un divertissement, précisait Matisse, qui n'est pas facilité, ni apparence légère, ni amusement frivole. Sans doute d'aucuns critiques ou confrères diront le vieux Matisse, à la fin de sa vie, s'amuse à découper. Il vieillit mal, il retombe en enfance. Matisse protestait contre cette interprétation. Il ne refuse pas son plaisir, mais il prend toujours soin de mettre en avant la nécessité de son œuvre et il dénie la facilité.
Voici ce qu'il dit donc à Verdet. Euh, Eh bien oui, je me suis beaucoup amusé à découper, mais avec le plus grand sérieux, en pesant sur mon travail de tout le poids de mes expériences passées. Et toujours cette insistance sur le passé nécessaire, le poids de toute une vie conditionnée par d'incessantes recherches avec des hauts et des bas, des réussites et des échecs. Pour lui, les découpages prennent place à leur moment dans l'œuvre d'une vie. Il couronne cette œuvre sans l'abolir. Une inflexion de l'accueil est très nette après l'inauguration de la chapelle de Vence en 1951. La tristesse du roi est bien reçue en 1952 au Salon de Mai, mais toujours avec l'ambivalence suspecte des œuvres de vieillesse. Pierre Schneider écrira à propos de ce chef-d'œuvre, de ce qui est considéré aujourd'hui comme un chef-d'œuvre: la négligence montrée par le grand âge pour la lettre est en réalité attention exclusive pour l'esprit. Le corps physique cède, le corps social s'éloigne. Vous voyez qu'on a là les traits habituels du style tardif qui sont réunis dans cette remarque de Pierre Schneider dans son grand livre sur Matisse. La négligence, bon, c'est un autre nom de la désinvolture, cette negligentia diligence, dans son hésitation entre l'abandon et la liberté suprême, la conquête finale de la liberté. Et cette incertitude est imputée à l'âge, le choix de l'esprit contre la lettre, hein, dans l'esprit biblique de Saint Paul, il faut choisir l'esprit contre la lettre, ou encore de la couleur contre le dessin, mais il paraît résulter moins d'un affranchissement délibéré et transcendant que de l'invalidité physique et de l'isolement social. Schneider n'est pourtant pas sans rappeler le panthéon du style tardif, les héros du sublime sénile auquel il associe le vieux Matisse. Titien, je le cite, Titien, Poussin et admiré de Matisse, Rembrandt et Renoir ont connu ce jeu de la fin de vie. Belle expression, ce jeu de la fin de vie. La tristesse du roi, poursuit Schneider, est non seulement l'équivalent plastique des réflexions sur la vieillesse qui furent finalement retirées de jazz, mais un hommage au peintre de David et Saul, car Schneider voit dans la tristesse du roi un autoportrait à la manière des derniers autoportraits de Rembrandt. Goethe est lui-même convoqué, référence toujours obligée en matière de style tardif. La divine désinvolture, vous voyez cette divine désinvolture qui devient la transcendance sublime, l'abandon à soi, l'indifférence goethéenne. Matisse avait noté dans un calepin des réflexions tirées des conversations avec Eckermann, qui sont les privilèges de l'âge. Il leur attribue une autre cause, l'intervention traumatique de 1941. Bref, si Matisse intègre la petite cohorte des artistes qui parvinrent au sublime sénile du style tardif, c'est-à-dire à la désinvolture suprême, il le doit au miracle de sa survie après avoir côtoyé la mort en janvier 1941. Le peintre a lui-même souvent et très bien décrit le mouvement de libération de l'intelligence qui a suivi son opération à Lyon et son improbable rémission. Car, dit-il, avant ce temps, j'ai toujours vécu avec la ceinture bouclée, autrement dit en me protégeant avec une cuirasse, alors qu'auparavant, il voulait comprendre et expliquer, il s'est senti ensuite, dit-il, libre et détaché. J'ai été déformé, freiné par ma volonté jusque-là.
confie-t-il à un ami en 1952 au moment de ses ultimes chefs-d'œuvre. La perruche et la sirène, souvenir d'Océanie, grande décoration au masque, ainsi que diverses maquettes pour des vitraux, céramiques et tapis dans une splendide apothéose et un éclatant euh, bouquet final. La chapelle de Vence, la chapelle de Vence, reste sur l'une de ses plus belles images, la grande décoration au masque. Matisse tient à inscrire son œuvre ultime dans le prolongement de sa carrière, mais aussi en rupture avec elle, à la fois dans la fidélité et dans le surpassement. Innombrables sont ses déclarations en ce sens, à propos notamment de ses intérieurs de Vence, dernier ensemble de peintures réalisées entre 1946 et 1948. J'ai plusieurs toiles en train, écrit-il en mai 1947. J'éprouve les curiosités que donne un pays nouveau, car je n'ai jamais été aussi clairement en avant dans l'expression des couleurs. Jusqu'ici, j'ai piétiné à la porte du temple. Pour décrire ses dernières campagnes, Matisse refusera toujours de trancher entre obstination et coup de force, patience et illumination, entre la voix de Cézanne et celle de Picasso, la trace du hérisson et les vadrouilles du renard. Aucune rupture, décrit-il au début des années 1950, je crée seulement avec le souci d'approcher plus près de l'absolu, avec plus d'abstraction. Je traque à l'extrême l'essentiel. Une nouvelle perspective n'en a pas moins été ouverte par l'assomption de la mort. J'avais tellement préparé ma sortie de vie qu'il me semble être dans une seconde vie, écrit-il en janvier 1942 à Albert Marquet, un an après l'opération. Le leitmotiv de cette seconde vie, ou de cette dernière vie, de la vita nova, au sens propre de novus, ce qui vient en dernier, est omniprésent dans ces dernières années. Matisse a risqué la mort à un poil de chat angora et n'y laissant rien, disait-il à peine tiré d'affaire en mars 1941. À Lydia, son modèle, son assistante, sa confidente des dernières années, il parlera de son rabiot de vie et livrera sa prière au ciel. Donnez-moi 3 4 ans pour conclure. Il sait ce qu'il doit au miracle de 1941. J'ai plus d'idées que jamais, écrit-il à son fils Pierre en 1942. Mon opération a été une chose extraordinaire pour moi au point de vue mental. Elle m'a équilibré l'esprit, clarifié les idées, comme une deuxième vie qui malheureusement ne peut être longue, quoique j'économise mon temps et ma santé. Vous voyez cette hygiène de la seconde vie, cette nécessité de l'économie. Sa correspondance avec le professeur Wertheimer, qui lui a sauvé la vie, est admirable par la résignation et la résolution. Il signe Votre Lazare, le ressuscité de la tête d'or, du nom de la clinique de Lyon. Une lettre où il lui raconte avoir l'état d'esprit du condamné à mort qui veut employer ses forces à remplir pour le mieux les heures qui lui sont comptées. Cette émouvante correspondance avec le médecin qui l'a sauvé laisse entendre pourquoi Matisse entreprit avec tant d'enthousiasme la décoration de la chapelle de Vence, cette chapelle des Dominicaines. L'édification de la chapelle et la composition des gouaches découpées se sont enrichies mutuellement, car, dit-il, le problème est le même. Étant donné un certain espace par des lignes et des couleurs, donner une sensation de jeunesse et de joie. Matisse se fait une idée suprême du saut périlleux
que sa Vita Nova lui permet de réussir. D'abord dans le dessin, ensuite dans la couleur. Il écrit à sa fille Marguerite en 1942, un an après l'opération: depuis un an, j'ai fait un très important effort, un des plus importants de ma vie. J'ai mis au point mon dessin et j'ai fait un progrès surprenant comme aisance, sensibilité librement exprimée, avec une grande variété de sensations et un minimum de moyens. C'est comme une éclosion. C'est une des choses pour lesquelles j'ai voulu continuer la vie. Et à son fils, Pierre, le même mois d'avril 42, depuis un an, j'ai fait un effort énorme en dessin. Je dis effort, c'est une erreur, car ce qui est venu, c'est une floraison après 50 ans d'effort. J'ai à faire la même chose en peinture, et si je fais en peinture ce que j'ai fait en dessin, je pourrais mourir content. Vous voyez les termes que Matisse emploie: éclosion, floraison. Ces termes exprime la revendication d'un mouvement naturel, d'un cycle naturel, d'un développement. Dans le dessin, on l'a vu, c'est avec celui des Japonais et du dernier Poussin, inversant figuration et abstraction, que Matisse rivalise, tandis que la couleur sera celle de Giotto. En mars 1946, sa dernière lettre à Bonnard, qui mourra bientôt, renferme cet aveu: Giotto est pour moi le sommet de mes désirs, mais la route qui mène vers un équivalent à notre époque est trop importante pour une seule vie. Cependant, les étapes sont intéressantes. Matisse en est à sa seconde vie, laquelle le rend impatient de relever le défi de Giotto. Le bleu des fresques de Giotto, découvert à Padoue en 1931, fixait déjà son idéal tandis qu'il travaillait à la danse de la Fondation Barnes. Sa survie, malgré l'infirmité, lui donne une souveraineté qu'il n'a jamais connue auparavant. Ainsi fait-il part à Aragon de son projet pour la chapelle de Vence. Tout se passe comme si j'étais quelqu'un qui se prépare à aborder la grande composition, comme si j'avais toute la vie devant moi, enfin toute une autre vie, peut-être après tout ce que je crois, sans le savoir, à une seconde vie, dans quelque paradis où je ferai des fresques. Vous voyez que revient cette référence aux fresques de Giotto. Il me semble que l'on peut dire que sur le modèle de Giotto, les gouaches découpées après la chapelle du Rosaire sont l'Arena de Matisse. Mais son hésitation sur le statut de ses dernières œuvres ne le quittera jamais. Représente-t-elle l'accomplissement nécessaire d'une vie entière, ou bien casse-t-elle avec les formes qu'il a cultivées jusque-là? Matisse ne cesse de revenir sur leur équivoque, lequel, au fond, le mobilise. Cette chapelle est pour moi l'aboutissement de toute une vie de travail, déclare-t-il dans les quelques lignes qu'il rédige pour l'inauguration de la chapelle de Vence. Conclusion de la longue recherche d'un octogénaire en sursis, l'œuvre ultime se présente aussi comme l'illumination d'un enfant qui découvre le monde. Il faut regarder toute la vie avec des yeux d'enfant, déclare-t-il dans un dernier entretien, son dernier entretien avec Régine Pernoud. La convalescence est comme un retour vers l'enfance, disait Baudelaire. Confiant dans le cycle de la nature, Matisse se bat pour que son apparente conversion à l'ornement ne soit pas prise pour une régression, mais pour une authentique inauguration. Ces deux dernières peintures, Femme à la gandoura bleue et Katia, robe jaune en 1951, peuvent sembler académiques auprès de la tristesse du roi ou de l'escargot, le chef-d'œuvre final de la gouache découpée.
Sûr de son fait, Matisse défendait déjà la décoration auprès de Zika Acher quand il lui livrait les Océanies pour faire des tissages en 1946. Pensez que vous avez une œuvre importante de moi appelée à un grand retentissement. Considérez-la comme je vous dis, car j'ai raison. C'est une chose importante pour moi. Elle est appelée à devenir célèbre. Je suis certain de ce que j'avance. Et cette certitude de Matisse dans ces dernières années, ces maquettes, ces papiers découpés sont des œuvres à part entière, confiait-il à sa fille dès 1945. Les tableaux paraissent finis pour moi. Je suis pour la décoration. Je donne tout ce que je peux et j'emploie les acquisitions de ma vie. Dans les tableaux, je reviens en arrière. Dans les dessins et la décoration, je suis maître, j'en suis certain. Toujours cette idée fixe, cette certitude. C'est la peinture qui se présente comme une régression désormais, tandis que les découpages résultent des acquisitions de ma vie, marquent à la fois un achèvement et un nouveau départ. Le refrain de l'accomplissement, Matisse ne cessera jamais de l'entonner durant ces dernières années. Il nomme la chapelle de Vence mon chef-d'œuvre. Il la désigne comme l'aboutissement de toute une vie de travail et la floraison d'un effort énorme, sincère et difficile, ou encore le couronnement de toute ma carrière. Il tient à ces mots, floraison, couronnement, mais il revient aussi sur l'idée que de telles œuvres n'auraient pu être conçues avant la maladie et l'entrée dans la vita nova. Matisse insiste sur l'unité naturelle de sa création entière, sur son épanouissement, sur son accumulation. L'image de l'arbre, de la fleur, n'est jamais loin, soulignant la croissance jusqu'au bouquet final, même si ce sont des fleurs coupées. L'arbre, la fleur, est toujours présent, mais il insiste aussi sur le choc, la cassure. Il n'en sait pas moins qu'il est un vieillard d'avant-garde. Il renouvelle, au début des années 50, le scandale de son bonheur de vivre de 1906. Aura-t-il été plus semblable au Têtu Cézanne ou au volage Picasso, plus proche du hérisson que du renard? Il confiait à un ami en décembre 1945, lors de la première exposition des papiers découpés à la galerie Macht. Chaque fois que j'ai réussi quelque chose, je me dis, ça y est, j'y suis, j'ai compris. Eh bien non, pas de science. La conclusion d'un tableau, c'est un autre tableau. Et la vie d'un peintre se passe ainsi, sans rien apprendre, au milieu des objets qui me fuient. Vous le voyez, la quête n'est jamais close. Matisse, tels les vrais artistes, a été un renard déguisé en hérisson ou un hérisson déguisé en renard. C'est ce qui lui a permis de réussir sa vita nova, d'inventer un style tardif, d'atteindre au sublime sénile, résumé dans cette morale intraitable, la conclusion d'un tableau, c'est un autre tableau.